on va parler d'un paradoxe que je pense beaucoup de gens connaissent. On se sent fatigué, on se dit « bon, je dois manquer de quelque chose ». Mhm. Alors on prend des compléments, du magnésium pour le stress, du fer pour l'énergie. On essaye vraiment de bien faire, mais des semaines plus tard, Rien. rien n'a vraiment changé. Exactement. La fatigue est toujours là. C'est assez frustrant et les sources qu'on explore aujourd'hui, tirées du livre Physiologie croisée, proposent une explication qui, franchement, change tout. Oui, l'idée centrale de ces textes, c'est de nous inviter à abandonner une logique très mécanique, presque simpliste, du un manche égale un apport. La logique de la voiture, C'est ça. Le niveau d'huile est bas, on rajoute de l'huile. Mais le corps humain, c'est infiniment plus complexe. Les sources le décrivent comme un écosystème interdépendant. Chaque élément influence tous les autres. La physiologie croisée, c'est justement l'étude de ces relations invisibles, de ces dialogues silencieux entre les nutriments. notre mission pour cette analyse, c'est donc de comprendre ce qui se passe vraiment en coulisses. Pourquoi ce fer, ce magnésium qu'on ingère avec les meilleures intentions, peut se révéler inefficace, Voire même perturbateur. voire perturbateur. C'est ça le plus fou. On va voir que la simple présence d'un nutriment dans le corps, en fait, ça veut presque rien dire. Alors justement, c'est ça qui est contre-intuitif. On nous dit depuis toujours, analyse de sang, carence en fer, prenez du fer. Logique, direct. Qu'est-ce que cette approche simpliste manque de si fondamental? Que la toute première, la plus simple. D'accord. Pour que ça fonctionne, il faut réussir 4 étapes. La première, c'est la présence. Bon, ça, c'est simple, hein, on a avalé le complément, il est dans le système digestif. Étape franchie. Ok, le collier est posté. Exactement. La deuxième étape, c'est l'absorption. Le nutriment doit traverser la paroi de l'intestin pour entrer dans le sang. C'est déjà plus complexe, il faut un intestin en bon état. Mhm. Mais même là, il n'a encore rien accompli, il est juste, disons, entré sur le territoire. Le collier est arrivé dans le centre de tri du pays, mais il n'est pas encore chez la personne. C'est une excellente image, parce qu'après vient la troisième étape. Et c'est vraiment le point de bascule, celui qu'on oublie tout le temps, l'activation. L'activation. Oui, la plupart des nutriments, sous leur forme de complément, sont inertes. Ils doivent être transformés chimiquement pour devenir biodisponibles, utilisables par nos cellules. Ce travail, c'est surtout le foie et les reins qui le font. D'accord. Et seulement si cette activation réussit, on arrive à la quatrième étape, l'utilisation. Le nutriment activé est transporté au bon endroit et fait son travail. La plupart des échecs se situent là, entre l'étape 2 et 4. Et les sources donnent des exemples qui rendent ça limpide. Le fer. C'est le cas d'école. Quelqu'un peut avoir des réserves de fer, une ferritine tout à fait correcte sur ses analyses, mais se sentir Complètement épuisé. anémié, oui. Comment c'est possible ça? C'est le cœur du problème. La ferritine, c'est du fer stocké. C'est du fer dans l'entrepôt. Pour qu'il soit utile, il doit sortir de cet entrepôt, être transporté et intégré dans nos globules rouges, dans l'hémoglobine. Pour transporter l'oxygène. Voilà. Or, tout ce processus dépend d'autres acteurs, des cofacteurs. Pour le faire, les deux plus importants, c'est le cuivre et la vitamine A. Sans assez de cuivre et de vitamine A fonctionnelle, le fer reste bloqué dans ses réserves. Il est là, mais il bouge pas. Il est là, mais il est inactif. Et pire, ce fer qui s'accumule peut devenir pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il peut créer des dommages. Le problème, en fait, c'était pas le manque de fer, mais le manque de son équipe. Donc, le fer est là, il est dans le corps, mais c'est comme un ouvrier très compétent à qui on n'aurait donné ni outils ni plan de travail. Il est sur le chantier, mais il peut rien construire. C'est exactement ça. Et on retrouve cette même logique pour le calcium. C'est un autre exemple frappant des textes. On le prend pour la santé des os. L'ostéoporose, oui. Exactement. Mais les sources expliquent que le calcium seul est aveugle. Il ne sait pas où aller. Pour qu'il se fixe dans les os et les dents, il lui faut son équipe. Il lui faut du magnésium, de la vitamine D pour l'absorption et surtout la vitamine K2. La K2, on en entend de plus en plus parler. Et pour cause. La K2, c'est le GPS du calcium. C'est elle qui le dirige vers les os et qui l'empêche de se déposer n'importe où. Attendez, se déposer n'importe où. Ça veut dire qu'en pensant faire du bien à ses os, on pourrait en fait créer des problèmes ailleurs. Précisément, sans ces cofacteurs, et surtout la K2, ce calcium peut aller se déposer dans les tissus mous, les parois des artères, ce qui contribue à les rigidifier. Ah oui, quand même. Dans les articulations, créant de l'arthrose, ou dans les reins, formant des calculs. On pense renforcer la structure, mais en réalité, on rigidifie ce qui devrait rester souple. C'est un exemple parfait de déséquilibre.
Cette idée de calcium qui se dépose au mauvais endroit, ça m'amène à un concept encore plus fort que j'ai vu dans les sources, celui de nutriments presque poison. Ça sonne presque comme un oxymore. Comment un nutriment essentiel peut devenir un poison? Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une toxicité classique par surdosage. C'est une toxicité que les textes qualifient de fonctionnelle, par inadéquation. Fonctionnel. Oui, le nutriment n'est pas toxique en soi, mais il devient une source de désordre parce qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment, ou sans ses partenaires. Il perturbe l'écosystème. Il devient un élément perturbateur. Voilà. Par exemple, un minéral pris en excès peut saturer les transporteurs dans l'intestin et du coup, il empêche l'absorption d'un autre minéral. C'est le cas classique du zinc et du cuivre. Ah oui, on dit souvent de ne pas les prendre en même temps. On dit surtout de ne pas prendre de zinc en excès sur le long terme parce que ça peut créer une carence en cuivre. Pas parce qu'on en manque dans l'assiette, mais parce que le zinc l'empêche d'entrer. Le nutriment isolé devient alors pro-oxydant, comme le fer dont on parlait, ou comme des oméga-3 de mauvaise qualité qui s'oxydent s'ils ne sont pas protégés par de la vitamine E. Il ne détruit pas directement, il désorganise, lentement. Ce qui nous amène logiquement à l'importance des synergies. Si l'isolement est le problème, la collaboration est la solution. Les sources insistent beaucoup là-dessus en disant que la nature, elle, n'isole jamais rien. Absolument. Un aliment, c'est toujours une matrice complexe. Et le meilleur exemple de ça, c'est le réseau des antioxydants. D'accord. On a une vision souvent très simpliste. Les radicaux libres sont les méchants, les antioxydants sont les gentils. On se dit, je vais prendre une grosse dose de vitamine C et c'est bon. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est plus subtil. Un radical libre, c'est une molécule très instable, une sorte de balle de flipper enragée qui endommage tout ce qu'elle touche dans nos cellules. C'est le chaos au niveau moléculaire. C'est ça. Maintenant, quand un antioxydant comme la vitamine E intercepte ce radical libre, il se sacrifie. Il le neutralise, mais en faisant ça, il devient lui-même un radical. Moins agressif, certes, mais instable quand même. D'accord, il a fait son job, mais il est blessé. Et la vitamine E est de nouveau fonctionnelle. Mais maintenant, c'est la vitamine C qui est oxydée. Et j'imagine qu'un autre antioxydant vient la sauver à son tour. Précisément. C'est le rôle, par exemple, du glutathion, notre antioxydant maître, qui vient régénérer la vitamine C. Et ainsi de suite. C'est une chaîne de protection qui se recycle en permanence. Une sorte de passadis biologique. C'est une très bonne image. Si on isole un seul joueur, si on prend que de la vitamine E, on rompt la chaîne. Elle neutralise un radical, devient instable, et s'il n'y a pas assez de vitamine C pour la régénérer, elle peut paradoxalement entretenir un stress oxydatif. Ça change tout. La question n'est plus quel est le meilleur antioxydant, mais est-ce que mon réseau d'antioxydants fonctionne bien? C'est le changement de paradigme. Et cette idée de réseau nous amène à nous demander qui sont les chefs d'orchestre de ce système. Comment le corps gère tout ça? Les sources en identifient deux principaux. Le premier, c'est la porte d'entrée, l'intestin. Le fameux deuxième cerveau. Bien plus que ça. Les textes le décrivent comme le chef d'orchestre silencieux. C'est un filtre intelligent et une première usine de transformation. Un intestin sain, il est sélectif. Il absorbe ceux dont on a besoin et il bloque les toxines. D'accord. Mais un intestin inflammé ou poreux perd cette sélectivité. Il absorbe mal les bons nutriments et en plus, il laisse passer des substances pro-inflammatoires dans le sang. Et au quotidien, qu'est-ce qui peut enflammer un intestin? On parle de la malbouffe, du stress... Oui, c'est un cocktail de facteurs modernes, OAMA. Alimentation ultra transformée, pauvre en fibres, stress chronique, manque de sommeil, tout ça perturbe l'équilibre du microbiote. Or, ce microbiote n'est pas passif du tout. Ah non? C'est un acteur métabolique majeur. Certaines bactéries produisent des vitamines, pour nous, comme la K. D'autres activent des polyphénols. Une dysbiose, donc un déséquilibre, peut rendre un complément totalement inefficace avant même qu'il arrive au foie. D'accord. Donc, si le nutriment réussit à passer cette première porte, l'intestin, et qu'il est en bon état, où arrive-t-il ensuite? Il arrive au deuxième grand régulateur, l'usine de transformation centrale du corps, le foie. Le livre l'appelle le grand transformateur. D'accord. C'est lui qui réalise l'étape cruciale d'activation pour d'innombrables substances. Il transforme la vitamine D, il convertit les hormones thyroïdiennes, il métabolise les graisses. Un nutriment qui arrive au foie, c'est une matière première brute. C'est le foie qui le rend fonctionnel. C'est donc là que se trouve le principal goulot d'étranglement potentiel. C'est souvent le cas.
Et c'est un des pièges de la supplémentation moderne, on oublie l'état du foie. Un foie qui est déjà surchargé par la gestion du sucre en excès, de l'alcool, des médicaments, du stress. Il n'a tout simplement plus la bande passante pour s'occuper en plus des nutriments qu'on lui envoie. Il est déjà débordé? Complètement. Les sources utilisent une image très frappante. C'est comme un aéroport international complètement saturé un jour de tempête de neige. Les pistes sont bloquées, le personnel est débordé, les avions tournent en rond sans pouvoir atterrir. J'adore cette image. Donc si je la file, donner un supplément à quelqu'un qui a un foie surchargé, c'est comme hurler sur les contrôleurs aériens pour qu'ils fassent atterrir plus d'avions. C'est une métaphore parfaite, c'est non seulement inutile, mais ça aggrave le chaos. On augmente le chaos. Exactement. Les nutriments s'accumulent en attente, inutilisés et peuvent même devenir problématiques. La priorité, dans ce cas, c'est pas d'ajouter des vols, mais de désaturer, de déneiger les pistes. Et qu'est-ce qui surcharge un foie au quotidien, au-delà de l'alcool? Le plus grand fardeau pour le foie moderne, c'est probablement le fructose industriel, celui des sodas et des aliments transformés. Mais il y a aussi le stress chronique. Le cortisol oblige le foie à produire constamment du glucose, qui l'épuise. Le manque de sommeil, une inflammation chronique. Tout ça, c'est une charge de travail pour le foie. C'est pourquoi un foie saturé est une des raisons principales de l'échec des supplémentations. Le transformateur est en panne. D'accord. Si je fais le bilan de tout ça, ce que je retiens, c'est d'abord qu'il faut vraiment arrêter de penser en pièces détachées. Le corps est un réseau, un orchestre. Et jouer trop fort d'un seul instrument, même un bon, ça peut ruiner la symphonie. C'est le point central, oui. Deuxièmement, l'efficacité d'un nutriment, ça dépend pas de sa présence, mais de son activation et de ses synergies. La question, c'est pas est-ce que je l'ai pris en eux, mais est-ce que mon corps peut l'utiliser? Exactement. Et troisième point, le plus dérangeant peut-être, c'est cette idée qu'un bon nutriment, pris seul, peut devenir une source de désordre. Et enfin, tout ça nous amène à une conclusion pratique. Prendre soin de son intestin et de son foie, c'est la condition préalable à tout. C'est une excellente synthèse. Et les sources concluent sur une idée puissante, presque philosophique. Le corps, disent-elles, ne fait jamais d'erreur. Il ne fait que des adaptations. L'inflammation, la fatigue, ce ne sont pas des pannes. Ce sont souvent des réponses intelligentes à un contexte qui est défavorable. Le corps freine quand il sent qu'il ne peut plus avancer proprement. C'est une remise en question profonde de l'approche « un symptôme, une pilule pour le faire taire ». Totalement. Et ça nous amène à une question finale, pour la réflexion, une question qui pourrait changer la manière dont on aborde sa propre santé. Et si, au lieu de se demander « que dois-je prendre pour corriger ce symptôme ?», on commençait par se demander « quelle relation biologique essentielle a été rompue et qu'est-ce qui empêche mon corps d'utiliser les ressources qu'il a déjà à sa disposition ?»